Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous avons le plaisir avec Elsa de vous retrouver pour nos conférences hebdomadaires. Et cette fois-ci, nous allons pouvoir rediffuser cette conférence tous les vendredis à 17h30. Donc, vous êtes sans doute parmi nous ce vendredi dès l'insertion de cette conférence. Nous poursuivons ce jour notre cycle Astro, voir le ciel autrement. Autrement, et ma foi, autrement qu'avec nos capteurs tout à fait naturels que sont nos yeux, puisque l'homme, pour mieux comprendre l'univers, s'est doté désormais de capteurs très particuliers, associés la plupart du temps à ces instruments optiques que vous connaissez sans doute, les lunettes, les télescopes. Et ces nouveaux capteurs sont fort utiles désormais pour la recherche astronomique et ils sont aidés en cela aussi par le domaine du spatial. Hein. Vous le savez, on a des télescopes spatiaux en permanence au-dessus de nos têtes, comme le célèbre télescope spatial Hubble, dont vous découvrez d'ailleurs une image sur la diapositive introductive. Et ces images issues de ces outils apparaissent de nos jours très spectaculaires, colorées, parfois proches même de l'esthétique. Mais derrière ces belles galaxies nébuleuses ou autres objets aux multiples couleurs, derrière ces clichés presque trop parfaits qui nous font tant rêver, se cachent des traitements indispensables des images brutes pour ôter les moindres parasites, les moindres défauts, les bruits de signaux, les pixels parfois trop chauds ou trop froids, les traces parfois dues aux rayons cosmiques, et pour leur donner de belles couleurs. Alors comment sont analysées, testées, traitées et colorisées de telles images venues du ciel? Pour y répondre, nous avons invité Vincent Mazet. Bonsoir Vincent. Bonsoir Jean-Yves. Eh bien, Vincent, après avoir effectué une thèse de doctorat à l'Université de Nancy en 2005 sur justement les traitements de signal et en particulier la spectroscopie infrarouge qui peut intéresser hautement nos amis astronomes, vous avez rejoint le laboratoire eCube au sein d'une équipe qui s'appelle, et le nom est tout à fait en phase avec notre sujet, IMAGE. Mais vous êtes également enseignant en tant que maître de conférence à Télécom Physique depuis 2006. Et puis, dans ce cadre des images qui nous intéressent ce soir, vous avez participé à plusieurs projets de recherche sur le traitement, l'analyse des images astronomiques, avec de nombreuses collaborations avec nos amis astronomes sur le territoire français et notamment ici à l'Observatoire de Strasbourg. À ce titre, si je ne m'abuse, vous avez été co-organisateur d'ailleurs de journées de l'analyse et du traitement des images astronomiques ici à Strasbourg il y a maintenant quasiment 2 ans, au mois de janvier 2019. Voilà, je ne vais pas être plus long. Nous avons envie de voir toutes ces belles images défiler devant nos yeux. Donc c'est à vous, nous vous écoutons et avec Elsa, on vous posera sans doute quelques petites questions en finale. Merci. Eh bien, merci pour cette invitation. Donc, moi, à la différence des autres conférenciers précédents, je ne suis pas astronome, je fais du traitement d'images. Donc, comme Jean-Yves l'a dit, avec des applications notamment en astronomie. Et donc, le traitement d'images, ça consiste en quoi? Ça consiste à écrire des programmes informatiques qui vont résoudre des problèmes mathématiques, qui vont effectuer des opérations sur des images numériques, donc les images qui sont traitées par les ordinateurs. C'est pour ça que dans le titre, il y a traitement informatique qui apparaît. Alors il y a également fausse couleur parce que c'est un des premiers aspects, un des premiers traitements qu'on fait sur les images. C'est ce que je vais présenter tout de suite. Donc, comme Jean-Yves l'a dit, ce qu'on observe ici à l'écran, c'est la nébuleuse du Crabe qui a été photographiée par Hubble. C'est une image qui est assez récente. Mais c'est pas comme ça qu'on verrait cette nébuleuse du Crabe à l'œil nu ou même avec un télescope optique, parce que c'est une composition d'images à différentes longueurs d'onde. En fait, la nébuleuse du Crabe, si on l'observait à l'œil, elle apparaîtrait ici, comme sur la troisième figure. Donc, par rapport à la diapositive précédente, il y a le centre qui est un petit peu différent. Et si on l'observe à d'autres longueurs d'onde, elle va avoir des aspects complètement différents. Donc, par exemple, dans les ondes radio,
elle va plutôt ressembler à ça. Dans les rayons X, à quelque chose de beaucoup plus petit, etc. Et donc, la question, c'est comment. Alors, pourquoi déjà est-ce que cette nébuleuse apparaît différemment? Ça, c'est les phénomènes physiques qui font qu'elle va émettre de la lumière à certaines longueurs d'onde. Et c'est uniquement le centre de la nébuleuse qui va émettre des rayons X, alors qu'une grosse partie de la nébuleuse va émettre des rayons gamma, avec bien sûr une très forte concentration dans l'hypercentre. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour observer ces différentes images? À quoi ça sert? Comment est-ce qu'on les améliore? C'est ce qu'on va voir durant cette présentation. Alors, comme l'a dit Jean-Yves, le premier instrument, la première manière d'observer le ciel, c'est avec l'œil, c'est à l'œil nu. C'est la façon la plus belle, la plus poétique d'observer le ciel. Mais ce n'est pas la plus performante d'un point de vue scientifique, puisqu'on est limité dans de très bonnes conditions. Les galaxies, on ne les voit pas, et on ne voit que des étoiles, et ça ne va pas beaucoup plus loin. Alors c'est pour ça que dès qu'on a souhaité voir un petit peu plus loin, observer le ciel un petit peu mieux, et on a développé des instruments. Et le premier instrument, c'est la lunette de Galilée, au début du XVIIe siècle, qui a notamment permis à Galilée d'observer 4 des satellites qui tournaient autour de la planète Jupiter, donc des choses qui étaient complètement invisibles à l'œil nu. Et donc à partir de là, ça a été une révolution dans l'observation astronomique, et on a développé des lunettes de plus en plus grosses, des télescopes de plus en plus gros. Donc ça, par exemple, c'est le télescope de Herschel au Royaume-Uni. Donc en 1789, pendant la Révolution française, donc une petite cabane avec un gros tube pour observer le ciel. Et alors là, d'ailleurs, c'est un télescope, c'est pas une lunette astronomique. Donc là, je fais une petite parenthèse pour expliquer la différence principale entre ces deux instruments. Donc à gauche, la lunette astronomique, avec les rayons lumineux qui viennent donc de l'espace, qui rentrent par l'objectif, donc sur la partie gauche, qui passent à travers un système optique constitué de lentilles, qui vont grossir l'image, et après, cette image est observée par l'œil de l'observateur. Il y a simplement un petit miroir ici pour plus ou moins des raisons pratiques. Mais la chose la plus importante dans ce dispositif, c'est la lentille qui se trouve au niveau de l'objectif. Dans un télescope, la lentille elle est remplacée par un miroir, qui est ici sur le fond. Donc les rayons lumineux rentrent dans le tube, sont réfléchis par ce miroir, et ensuite arrivent dans l'œil de l'observateur par un miroir qu'on appelle secondaire, qui n'a pas la fonction principale du télescope. Et alors pourquoi maintenant on construit des télescopes et plus des lunettes? Eh bien tout simplement parce qu'il est beaucoup plus simple de fabriquer des grands miroirs, des miroirs performants qui permettent de voir loin, qui permettent de voir des portions du ciel bien précises, plutôt que des lentilles qui coûtent beaucoup plus cher, qui seraient beaucoup plus lourdes. C'est pour ça que le télescope est maintenant privilégié. Donc, on a continué à développer et à construire des télescopes de plus en plus gros. Donc là, c'est un télescope au début du XXe siècle, le télescope Hooker, qui est sur l'observatoire du mont Wilson, au nord de Los Angeles. Donc là, on voit apparaître des coupoles. Ils sont protégés par les intempéries et pendant le jour par ce toit qui s'ouvre en deux. Et bien jusqu'au début du XXe siècle, justement, l'observation se faisait à l'œil. Donc l'astronome se plaçait derrière l'oculaire, observait le ciel, prenait des notes et faisait des schémas ou des dessins. Il fallait être un bon dessinateur. C'est ce qu'avait expliqué Sébastien Derrière lors d'une conférence il y a quelques semaines. Donc là, on a l'astronome Hubble qui est en train de faire des observations. Et puis un petit peu plus tard, donc au début du XXe siècle, on a commencé à fixer les observations sur des plaques photographiques, donc à prendre l'équivalent des photos argentiques qu'on avait encore il y a quelques années dans le grand public, puisque ça permettait d'avoir des observations bien plus fiables qu'un simple dessin. Et dans la deuxième moitié du XXe siècle, on est passé à l'utilisation des caméras CCD, donc des capteurs CCD, les mêmes capteurs qu'il y a maintenant dans les appareils photo et les téléphones, sauf qu'ils sont bien plus performants et puis ils sont développés exprès pour l'astronomie. Et donc là, ça permet d'enregistrer les images sur un ordinateur,
de les transférer à l'autre bout du monde très rapidement, et puis de faire des traitements. Et puis, ça permet également de s'abstenir d'avoir un observateur, un astronome qui va être derrière son oculaire à observer les choses. Et on va pouvoir donc envoyer notamment des télescopes dans l'espace. Donc le plus célèbre, c'est le télescope Hubble, qui a été lancé dans les années 90, qui fêtait l'année dernière ses 30 ans, qui est toujours en fonctionnement. Donc on reconnaît ici le tube du télescope avec la partie objectif ici et le miroir secondaire et quelque part le miroir primaire pardon et quelque part par ici, et toute la partie arrière du télescope, du satellite qui tourne autour de la Terre, c'est toute la partie instrumentation. Alors pourquoi envoyer des télescopes dans l'espace? Eh bien c'est surtout parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, et donc il y a moins de risques de pollution lumineuse, il n'y a pas de fluctuations de l'atmosphère qui vont faire vibrer en quelque sorte les images, et voilà, c'est le principal intérêt. Alors par contre, ça coûte très cher d'envoyer un télescope dans l'espace, et quand il y a un problème, on ne peut pas le réparer, ou alors de manière très très compliquée. Donc on continue à construire des télescopes sur Terre. Ici, c'est le Very Large Telescope, donc le télescope européen qui est situé au Chili, sur la cordillère des Andes. Alors, ce site a été choisi parce qu'au niveau de la météo, on a un air qui est très pur, très stable, et donc qui permet de faire des très bonnes observations, presque, voire mieux que Hubble, maintenant avec les nouveaux instruments qu'on y place. Et puis, il y a d'autres projets encore plus grands. Alors, je vais parler du Square Kilometer Array. Donc ça, c'est un radiotélescope, c'est pas un télescope optique. C'est pour ça que les télescopes qu'on voit ici, c'est des paraboles, comme les paraboles de télé. Le miroir, en fait, c'est cette grande partie blanche qui va refléter les ondes radio. Et donc, ce télescope, là, on n'en voit qu'une toute petite partie, en fait, hein, malgré le fait qu'il y ait peut-être une centaine d'antennes qui soient présentes sur cette photo. Ce télescope, il va reproduire l'équivalent d'un télescope dans les ondes radio, avec une parabole d'1 km² de rayon, de surface, pardon, d'où son nom. Et donc, c'est impossible de construire une parabole aussi grande. Donc, il est possible, par contre, de faire plein de petites paraboles et ensuite de fusionner toutes les observations de chacune des paraboles pour en faire une seule observation équivalente donc à une parabole d'1 km². Donc, voilà pour la technique. Alors là, j'ai demandé à ma fille d'expliquer simplement tout ce que je viens de dire. L'observation des étoiles, donc l'observation du ciel, est donc acquise par un télescope. Et derrière, on a l'astronome, donc qui est en général qui n'est plus forcément derrière le télescope. Et ce dont va parler la présentation de ce soir, c'est que entre le télescope et l'astronome, il y a maintenant systématiquement un ordinateur. Et donc, l'astronome ne voit plus directement ce que voit le télescope, il ne voit que des images qui ont été modifiées par l'ordinateur. Alors, quel est l'intérêt d'ajouter un ordinateur dans ce système d'acquisition? On va voir quatre arguments. C'est une liste qui n'est pas forcément exhaustive, hein, bien sûr. Le premier argument, c'est que ça permet d'observer des longueurs d'onde qui ne sont pas visibles à l'œil. C'est ce dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure avec la nébuleuse du crabe. L'ordinateur permet également d'observer des images très particulières. Ça permet également d'améliorer les observations, donc d'enlever les phénomènes de bruit ou de déflouter une image. Et puis, ça permet aussi de produire des informations qui ne sont pas des images, qui vont être, par exemple, le nombre de galaxies détectées dans une observation particulière d'un coin particulier du ciel. Alors, je vais maintenant un petit peu détailler, en commençant par justement le fait d'observer l'invisible. Donc, vous savez que les rayons lumineux, la lumière visible que voit l'œil humain, ce n'est qu'une partie du spectre électromagnétique qui contient également
les infrarouges, les ultraviolets, mais également les rayons X, les rayons gamma et les ondes radio. Et donc, ce serait bien dommage d'observer un phénomène physique comme les objets célestes seulement en regardant ce qui se passe dans le domaine visible. Il y a plein d'informations, plein de choses très intéressantes à voir à d'autres longueurs d'onde. Et donc, on est capable maintenant de fabriquer des instruments qui vont réussir à capter ces informations à pratiquement toutes les longueurs d'onde. La question après, c'est comment est-ce qu'on fait pour, nous, humains, voir ces longueurs d'onde qui, a priori, sont invisibles naturellement. Eh bien, en fait, les capteurs qui sont développés voient les images en noir et blanc. Donc, quand on fait du traitement d'image, on ne dit pas noir et blanc, on dit niveau de gris, parce que les images ne contiennent pas que du noir ou que du blanc, il y a toute une gamme de niveaux de gris. Et donc là, par exemple, ce qui est représenté, c'est la galaxie M80, observée avec plusieurs instruments. Donc un instrument qui observe dans l'infrarouge moyen, un autre dans l'infrarouge proche, encore un autre dans le rouge, un quatrième dans le bleu, et puis le dernier dans les rayons X. Donc c'est des images monochromes puisque le capteur va uniquement mesurer une intensité lumineuse à une certaine longueur d'onde, et ce qui produit donc ces images avec l'intensité lumineuse qui est représentée ici par un niveau de gris. Et là, ce qu'on va faire pour afficher ces images sur un écran pour qu'elles soient visibles, on va utiliser les caractéristiques de l'écran. Donc, l'écran sur lequel vous êtes en train de regarder cette conférence est constitué de pixels. Et un pixel, c'est quoi? C'est un petit carré de lumière. Donc, la plupart des écrans maintenant ont une résolution qui font qu'il y a environ un millier de lignes de pixels et environ 2000 colonnes de pixels. Et ces pixels, c'est quoi? Eh ben, donc, comme je l'ai dit, c'est des petits carrés de couleurs. Et quand on zoome encore un petit peu plus, on se rend compte qu'un pixel est constitué de 3 luminophores. Donc, il y a un luminophore rouge, un luminophore vert, un luminophore bleu. Et en fait, c'est des petites lampes qui vont s'éclairer plus ou moins et qui vont pouvoir reproduire toutes les couleurs. Donc, si on allume que le luminophore rouge et qu'on éteint les deux autres, forcément le pixel va être rouge, on sera dans une zone de rouge. On peut faire pareil avec le vert, n'allumer que le vert, éteindre les deux autres, et pareil avec le bleu. Et ce qui est intéressant, c'est quand on va moduler les intensités lumineuses des luminophores. Donc par exemple, si on allume le vert et le bleu, on va obtenir ici du cyan. Et chose étrange, si on allume le vert et le rouge et que le bleu est éteint, on va produire du jaune. Si on allume les trois, on va produire du blanc. Et si on éteint les trois, eh ben, on aura un pixel qui sera noir. Et donc en modulant plus ou moins l'intensité lumineuse de ces trois luminophores, on va pouvoir recréer un très grand nombre de couleurs pour chaque pixel et donc produire une image. Finalement, ce qu'on va envoyer à l'écran de l'ordinateur, c'est simplement l'intensité lumineuse à laquelle doit s'éclairer le luminophore rouge, le luminophore vert et le luminophore bleu, et ça pour chaque pixel de l'image. Donc finalement, une image numérique, d'un point de vue informatique, c'est quoi? C'est simplement un tableau où chaque case est un pixel et contient trois nombres, la quantité de rouge, la quantité de vert et la quantité de bleu. Donc quand on veut observer une image astronomique qui a été prise en infrarouge ou dans les lumières visibles ou invisibles, eh bien ce qu'on va faire, c'est que on va récupérer les canaux, donc les intensités lumineuses de par exemple trois capteurs. Donc ici j'ai pris l'exemple de l'infrarouge moyen, l'infrarouge proche, donc qui sont invisibles à l'œil, et le rouge. Et on va dire, bah, finalement, l'infrarouge, ce que voit le capteur correspondant à l'infrarouge moyen, ça va correspondre en fait aux intensités des luminophores rouges. Et puis pour l'infrarouge proche, on dira que ce sera pour les luminophores verts. Et pour la bande rouge, ici, j'ai choisi de la mettre en bleu. Et donc en combinant de cette manière-là ces trois informations, on va pouvoir obtenir une image en couleur qui va être produite à l'écran. Et donc on appelle une composition colorée. Alors l'intérêt, enfin il y en a deux. Le premier, c'est déjà d'avoir des belles images, des images esthétiques, comme les images que grand public qui sont obtenues par le télescope Hubble, notamment, qui sont
toujours magnifiques et qui sont fabriqués de cette manière-là. Et puis l'autre intérêt, c'est que on va obtenir la même information que les 3 capteurs, mais simultanément, de manière synthétique. On ne va pas obtenir plus ou moins d'informations que les 3 bandes séparées, c'est juste que tout est regroupé sur une seule image, ce qui peut faciliter la lecture et l'interprétation pour un astronome. Voilà par exemple, donc ça c'est une image de la planète Jupiter observée par le télescope Hubble dans les longueurs d'onde infrarouges. Donc c'est pas du tout comme ça quand on la voit à l'œil nu. À l'œil nu, elle paraît plutôt orange, dans les tons orangés rouges. Et ce que met en évidence le fait de l'observer en infrarouge, c'est ce qui se passe au pôle, donc au pôle nord et au pôle sud, où on a aussi du rouge, un peu comme dans la grande tache rouge ici, ou dans cette partie au niveau de l'équateur de la planète. Et ça a on peut l'interpréter physiquement sur la composition de la planète dans ces endroits spécifiques. Une autre image issue de Hubble, qui est aussi une image qu'on ne verrait pas de cette manière-là à l'œil nu. À l'œil nu, on verrait plutôt un espèce de gros nuage. Là, on voit un peu à l'intérieur du nuage. C'est la nébuleuse du Lagon qui est observée ici dans les infrarouges. Donc là aussi, c'est intéressant parce que on voit à travers les nuages. Alors quand je parle de nuages, ce n'est pas les nuages atmosphériques qu'il y a sur notre planète, c'est des nuages de poussière qui sont dans le ciel, dans l'espace. Et donc, l'utilisation des infrarouges, comme c'est des nuages qui sont transparents aux infrarouges, l'observation en infrarouge permet de voir ce qu'il y a derrière. Un deuxième intérêt d'utiliser l'ordinateur, c'est que ça permet d'observer en plusieurs dimensions. Là, ce qui est représenté ici, c'est l'intérieur du VLT, donc c'est le télescope européen au Chili, qu'on a vu tout à l'heure, donc qui est constitué de 4 télescopes. Là, on est à l'intérieur d'un télescope. La coupole ici est fermée parce qu'on est dans un niveau, on est en train de faire de la maintenance sur l'appareil. Et la structure blanche plus ou moins triangulaire, en fait, c'est le télescope en lui-même. Donc on a le miroir primaire qui est caché par ce fatras de tuyaux, donc le miroir primaire qui est situé là-bas derrière. Et ici le miroir secondaire. Donc quand on ouvre la coupole, les rayons lumineux vont frapper le miroir primaire, vont être réfléchis ensuite par le miroir secondaire et être envoyés sur le capteur CCD. Alors en l'occurrence ici, ce n'est pas un bête capteur CCD, c'est justement cette grosse machine avec plein de tuyaux. Alors elle est grosse, vous voyez qu'il y a un technicien ici qui sait faire, donc, elle prend quand même de la place. Et cette machine, elle s'appelle MUSE, elle a été mise en service il y a quelques années sur le télescope et elle a été développée par des collègues astronomes à Nice, à Lyon, à Toulouse et puis dans d'autres laboratoires européens. Elle est constituée en fait de 24 capteurs qu'on appelle des IFU. Donc il y en a un premier ici, un deuxième ici, un troisième ici, etc. Les tuyaux, c'est pour refroidir ces capteurs, avec de l'azote liquide, pour que l'observation soit plus stable et moins perturbée par des effets particuliers. Et donc, quel est l'intérêt de cette grosse machine? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis un simple capteur CCD? C'est parce que ça va permettre d'observer en une observation, 4000 images à 4000 longueurs d'onde. Donc là, on a une observation qui est obtenue justement avec MUSE. On va l'observer dans le domaine à peu près du visible, on déborde un petit peu sur les infrarouges, donc il y a 4000 observations qui sont faites comme ça. Donc vous voyez que là j'en ai représenté que 4, et que d'une observation à l'autre, d'une longueur d'onde à l'autre, l'information n'est pas tout à fait la même, les objets ne sont pas lumineux de la même manière. Alors ça c'est intéressant parce que quand on va faire un zoom sur un objet particulier, par exemple celui-ci, sur les 4000 longueurs d'onde, si on observe uniquement un pixel sur chacune de ces 4000 images, on va avoir 4000 intensités lumineuses. Et ces 4000 intensités lumineuses, on peut les représenter par un signal, par exemple celui-là. Donc ici, on a l'intensité lumineuse pour la première longueur d'onde, juste à côté l'intensité lumineuse de la deuxième longueur d'onde, et tout à la fin l'intensité lumineuse de la 4000e longueur d'onde. Ce qui est en abscisse ici, les nombres ne correspondent pas au numéro de la longueur d'onde de 1 à 4000,
mais à la longueur d'onde en angstrom correspondante. Et finalement, là, on a une observation d'une image, on va dire, en 3 dimensions, la troisième dimension étant la longueur d'onde, qui représente le spectre du pixel de l'objet céleste qu'on observe ici, donc de cette petite galaxie a ce spectre lumineux. Et ça, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à identifier quelle est la galaxie et à apprendre plein de choses sur la galaxie. Typiquement, on a des raies ici qui sont caractéristiques d'un élément chimique particulier, par exemple l'hydrogène, ou l'azote, ou l'oxygène. Et ces éléments chimiques, la composition chimique de la galaxie va donc nous renseigner sur son histoire, sur son âge. Un deuxième aspect, j'en parlerai un petit peu plus loin, c'est qu'on peut même connaître la vitesse de la galaxie et l'éloignement de la galaxie en observant ce spectre. Donc finalement, ce que va faire MUSE, c'est de produire, d'acquérir ce type d'informations qui vont permettre ensuite d'apprendre plein de choses sur l'univers profond, donc l'univers extrêmement lointain par rapport à la Terre. Et pour ça, il faut, pour manipuler ce genre de données, il faut un ordinateur forcément. Alors ça a permis par exemple de mettre en évidence quelque chose qui était imaginé par la théorie mais qui n'avait jamais été vraiment observé. Là c'est un zoom sur l'image précédente, donc on voit que c'est très pixelisé parce que c'est un zoom assez fort. Il y a deux objets ici, donc un ici, c'est deux galaxies qui sont très lointaines. Donc malgré la puissance du VLT, on n'arrive pas à distinguer encore suffisamment les bras de la galaxie ou d'autres parties de la galaxie. Mais donc en observant justement le spectre de ces objets, on a pu mettre en évidence la zone qui est ici représentée en orange, qui est un halo, donc c'est-à-dire du gaz raréfié qui tourne autour de, qui est autour de cette galaxie. Et ça, c'est quelque chose donc, que la théorie avait imaginé, mais qu'on n'avait jamais vraiment observé. Et donc, l'instrument MUSE permet de le faire. Alors, simplement pour expliquer un petit peu comment ça marche, le traitement informatique qu'il y a derrière, eh bien, déjà, on va se concentrer sur les zones qui sont très lumineuses. Donc là, c'est pas très compliqué. Il suffit de chercher les pixels qui ont une intensité forte et de regarder quel est le spectre, donc le signal que j'avais représenté sur la diapositive précédente. Une fois qu'on a fait ça, on va rester concentré sur un objet céleste particulier. On va regarder autour de cet objet si par hasard, les spectres qui sont présents dans tous les pixels ici très très sombres, ils ne ressembleraient pas un tout petit peu quand même aux spectres qu'on aurait identifiés dans la partie très claire. Et si c'est le cas, et si les spectres sont entourés de spectres aussi qui ressemblent beaucoup, eh ben on va dire tout ça, c'est dans le halo de la galaxie. Ça, c'est le résultat d'une thèse que j'ai encadrée donc, il y a quelques années et qui a permis de produire ce résultat. Troisième intérêt de l'utilisation de l'ordinateur, c'est d'améliorer l'observation d'une image. Ici, sur la gauche, on a une image de la planète Mars qui a été effectuée dans les années 60 par la sonde Mariner 4, une sonde de la NASA. Et on constate qu'il y a un tramage, il y a une espèce de bruit géométrique, il y a un truc spécial sur l'image qui n'est pas très joli et qui perturbe l'observation. Et l'objectif, c'est d'avoir ce qu'on obtient sur l'image de droite. Donc là, c'est une technique qui, d'un point de vue traitement d'image, n'est pas très compliquée. C'est des choses qui s'apprennent à l'université pour obtenir ce résultat-là. Et ça, c'est basé sur ce qu'on appelle la transformée de Fourier. Donc la transformée de Fourier, c'est une équation mathématique qui a été proposée par Joseph Fourier, donc le portrait est ici. Joseph Fourier, qui était un scientifique français, qui a été également préfet de l'Isère, qui a participé à la campagne d'Égypte avec Napoléon. Et donc Joseph Fourier, il a montré que n'importe quelle fonction mathématique peut se décomposer comme une somme de sinusoïdes. Une sinusoïde, vous en avez des exemples ici, en bas, c'est cette fonction mathématique qui oscille de manière régulière. Et donc, par exemple, la fonction mathématique qui est représentée en haut peut se décomposer comme les trois sinusoïdes du bas. Et donc, Joseph Fourier a montré que c'était le cas, quelle que soit la forme de la fonction mathématique qu'on avait. Et bien, une image, en fait, c'est une fonction mathématique. Mais c'est une fonction mathématique qui dépend de deux dimensions, qui dépend de x et de y, les deux axes de l'image. Et donc, on peut appliquer une transformée de Fourier sur cette image pour décomposer l'image en sinusoïde à deux dimensions. Voilà.
Donc ce qu'il faut retenir simplement, c'est que la transformée de Fourier, c'est une opération mathématique. Et cette opération mathématique va produire un résultat qu'on peut également représenter sous forme d'une image. Donc quand on calcule cette transformée de Fourier sur l'image originale de Mars, on obtient une image qui ressemble à ça. Alors, quand on étudie la transformée de Fourier, on est capable d'interpréter justement ce résultat-là. Et ce qu'on voit notamment, c'est qu'il y a une ligne verticale, plein centre ici, il y a une ligne horizontale ici, et puis il y a deux lignes à droite et à gauche, qui sont justement caractéristiques du bruit qui nous embête sur l'observation. Donc dans ce cas, on va procéder à ce qu'on appelle un filtrage. Alors en l'occurrence ici, le filtrage n'est pas compliqué du tout, il suffit de prendre cette image, hein, et puis de dire finalement tous les pixels que j'ai identifiés qui sont sur les lignes dont j'ai parlé, on va les mettre en noir, ces pixels-là. Voilà, on obtient ce type d'image. Et ensuite, on reprend l'équation de Fourier, la transformée de Fourier, mais on la prend dans l'autre sens, donc c'est une transformée de Fourier inverse, pour obtenir le résultat là, qui est quand même beaucoup plus joli que l'image de gauche. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a amélioré l'image en réduisant en tout cas le bruit. Un autre type de traitement, c'est la suppression des rayons cosmiques. Donc là encore à gauche, c'est une observation réelle avec plein de petits points lumineux, blancs. Il y en a certains, c'est des objets célestes, des galaxies, des étoiles, des nébuleuses. Et il y en a d'autres, c'est pas du tout ça, c'est des rayons cosmiques. Alors un rayon cosmique, les rayons cosmiques, c'est des noyaux, c'est des particules de très haute énergie qui sont émises par le Soleil ou par les autres astres et qui traversent l'univers, qui nous traversent en permanence, qui traversent la Terre. Et les capteurs les capteurs CCD utilisés en astronomie sont très sensibles à ces rayons cosmiques. Quand il y a un rayon cosmique qui arrive sur un capteur CCD, il va saturer les pixels. Donc on va avoir soit des saturations ponctuelles, soit des traits, comme ici, ou ici un petit peu comme des étoiles filantes. Mais c'est des choses qui sont au niveau du capteur. Forcément, ça perturbe l'observation, on a envie de les enlever. Donc là, le rôle du traiteur d'image, c'est de trouver comment caractériser justement ces rayons cosmiques. Et alors là, quelque part en exagérant, je dirais qu'on n'a pas besoin de compétences en astronomie, il faut trouver quelle est la définition d'un rayon cosmique d'un point de vue informatique. Et une définition simple, c'est dire qu'un rayon cosmique, c'est une variation brusque de la luminosité. Ici, sur ce petit zoom de l'image précédente, on a un objet céleste, hein, on le voit bien ici, il est plutôt flou. À l'inverse, il y a plein d'autres objets ici, un peu partout, qui eux sont beaucoup plus nets. Entre un pixel de ces objets nets et un pixel du fond noir du ciel, il y a une variation très brusque d'intensité. On va passer d'un pixel très lumineux à un pixel très sombre. Et ça, c'est la caractéristique qu'on va utiliser pour identifier les rayons lumineux et les rayons cosmiques. Donc ça, c'est la première phase de détection. Une fois qu'on sait où sont les rayons cosmiques, il faut les enlever. Et les enlever, ça veut dire reconstruire l'image, c'est-à-dire retrouver quelle est la valeur des pixels qui sont derrière ces rayons cosmiques. Là, ce qu'on peut utiliser, par exemple, c'est une technique d'interpolation. Quand on va considérer un pixel d'un rayon cosmique qui a été supprimé, et on va regarder les pixels autour et on va dire, voilà, on va faire par exemple la moyenne des intensités des pixels autour pour dire, ça, ce sera l'intensité lumineuse de mon pixel que je dois fabriquer. Alors évidemment, là, ce que je présente, c'est des méthodes assez simples, hein. Il y a des méthodes beaucoup plus évoluées, mais quelque part, l'idée, c'est toujours ça, c'est qu'est-ce qui va caractériser mes rayons cosmiques et comment je vais faire ensuite pour reconstruire l'image. Une troisième amélioration de l'image qui apparaît, qui apparaît très souvent, hein, c'est encore un sujet de recherche très très important, c'est le défloutage. À gauche ici, donc ça, ce qu'on voit ici, c'est deux images qui ont été acquises par le télescope Hubble. La première a été acquise au tout début des années 90 et la deuxième est plus récente. Et quand on a envoyé Hubble dans l'espace, les astronomes ont été extrêmement dépités dès le début parce qu'ils se sont rendus compte que le télescope il était myope. Ils ne voyaient pas bien, ils voyaient flou. Et ils ont compris très vite pourquoi. C'est que le miroir principal a été mal usiné. Il y avait une erreur de 2 microns sur les bords de ce très grand miroir.
Et cette toute petite erreur fait que les images étaient floues. Alors c'était un peu embêtant d'avoir envoyé un objet à plusieurs millions de dollars dans l'espace, surtout qu'en plus, on ne peut pas aller le réparer comme ça. On ne peut pas démonter le télescope, changer le miroir qui fait plusieurs mètres, et c'était pas possible. Il a fallu, donc la NASA a développé un système additionnel au télescope pour avoir des images beaucoup plus nettes, a formé des astronomes pour réparer le télescope, mais tout ça, ça a pris des années. Et pendant ce temps-là, le télescope, il ne servait pas à grand-chose. Alors plutôt que de le laisser tourner autour de la Terre pour rien, les astronomes ont fait du traitement d'images et connaissant la manière dont était déformé le miroir, ils étaient capables de déflouter l'image. Alors pas aussi bien que ce qu'on voit sur l'image de droite, mais c'était des résultats beaucoup plus satisfaisants que ce qu'on a sur l'image de gauche. Et ça, comment ça marche? Eh bien, ça marche avec une opération mathématique qu'on appelle la déconvolution. Donc la déconvolution, c'est l'opération inverse de la convolution. De la même manière que la division, c'est l'opération inverse de la multiplication. Et la convolution, elle est représentée ici par l'astérisque, c'est une opération qui se fait entre deux images. Quand on a par exemple une image que je vais appeler l'image idéale, celle qu'on voudrait parfaitement avoir, une image toute noire avec 3 petites étoiles blanches, si on fait l'opération de convolution avec une autre image que pour l'instant je vais appeler PSF, eh ben on va obtenir l'image de droite. L'image de droite, c'est typiquement ce qu'observait Hubble quand il était myope. Il observait donc cette image de droite alors que les astronomes s'attendaient à observer l'image idéale. Donc connaissant la déformation du miroir, les astronomes étaient capables de savoir à quoi ressemblait la PSF. Et donc, connaissant l'observation et la PSF, on faisait l'opération inverse de la convolution, donc la déconvolution, pour obtenir une image beaucoup plus claire. C'est la déconvolution, alors voilà, là j'ai essayé de l'exprimer simplement, mais dans les faits, c'est un problème très très compliqué. Et voilà, en fonction des instruments, le problème il faut le refaire complètement. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a des nouveaux instruments qui permettent d'acquérir des images, il faut réfléchir à ce problème de déconvolution. C'est un problème assez compliqué. Et enfin, quatrième intérêt de l'utilisation d'un ordinateur, c'est d'extraire des informations, donc à partir d'observations qui ont été améliorées, qui ont été observées à différentes longueurs d'onde, etc. C'est de fournir à l'astronome non pas une nouvelle image, mais quelque chose qui est différent. Par exemple, un nombre de galaxies dans l'observation ou une position des galaxies détectées. Alors par exemple, ce qu'on avait fait dans mon laboratoire il y a une dizaine d'années à peu près, c'est la détection de galaxies LSB. LSB, ça veut dire des galaxies qui sont très faiblement lumineuses. On a un exemple ici sur cette représentation. Alors, ce qu'on voit d'ailleurs à l'écran, c'est une représentation où en fait l'image, les couleurs sont inversées. Les niveaux de gris sont inversés. Les objets lumineux apparaissent en noir et le ciel, qui est très peu lumineux, apparaît en blanc. On fait ça souvent parce que ça permet d'économiser de l'encre quand on fait des impressions sur l'imprimante au bureau. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est une galaxie qui est très faiblement lumineuse, qui a été détectée par l'algorithme, donc qui a été encerclée par cette ellipse verte. Et là, la technique, très rapidement, comment on va faire? En fait, on va découper l'image en 4, et sur chacun des carrés de l'image, on va calculer une probabilité d'existence ou pas d'un objet, d'une galaxie, d'une étoile ou d'autre chose. Si dans ce carré, la probabilité est très faible, ça veut dire qu'il n'y a pas d'objet, donc on va le laisser tomber. Si par contre la probabilité n'est pas si faible que ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc ce carré, on va le couper encore en 4 carrés plus petits. Et on va répéter l'opération sur ces 4 carrés plus petits. Et ainsi de suite jusqu'à aller au niveau du pixel, où là on ne pourra pas descendre plus bas. Et donc ça veut dire qu'à la fin, pour chaque pixel de l'image, on a une probabilité, et on va pouvoir assembler ces probabilités pour obtenir une nouvelle image qu'on appelle une carte. En fait, une carte de probabilité. Et à partir de cette carte, on va donc identifier des zones, et en fonction des caractéristiques de ces zones, donc par exemple en fonction de leur taille,
en fonction du rapport entre la largeur et la hauteur de cette zone, des choses comme ça, on va identifier si ces zones correspondent aux galaxies faiblement lumineuses qu'on cherche ou à un autre objet dont on s'en fiche pour l'étude considérée. Ça, c'est ce qu'on obtient sur l'image de droite ici. Un autre exemple d'utilisation de l'image pour obtenir une information, c'est la détection d'exoplanètes. Donc, les exoplanètes, c'est des planètes, mais qui ne sont pas dans le système solaire, qui sont en dehors, donc exo, en dehors du système solaire. Et la méthode qui fonctionne bien, c'est la méthode qu'on appelle des transits, où on va regarder la luminosité d'une étoile. Donc, on va pointer un télescope sur une étoile particulière et on va mesurer sa luminosité sur une longue période. Et on va regarder comment évolue cette luminosité. Et si, par hasard, la luminosité baisse sur une certaine période, ça veut dire qu'il y a un objet qui passe devant. Donc, en observant cette baisse de luminosité, l'intensité de cette baisse, la durée de cette baisse, etc., on est capable d'identifier si c'est effectivement une planète qui tourne autour de l'étoile qu'on observe, et la taille de la planète, et également sa vitesse de rotation, donc sa distance par rapport à l'étoile, etc., etc. Donc là, les données, ce n'est pas typiquement des images, mais c'est des données qui sont issues d'observations imagées du ciel. Donc là, à gauche, par exemple, vous avez des vraies données qui ont permis de détecter des exoplanètes. Et donc, cette méthode a permis de détecter à peu près 3000 exoplanètes, sachant qu'il y en a plus de 1000 autres qui ont été détectées par d'autres techniques, qui sont un peu moins liées à l'image. Et puis, enfin, un dernier exemple sur lequel j'ai travaillé il y a quelques années, c'était d'estimer la vitesse des galaxies. Donc, une galaxie, c'est un objet qui est constitué d'étoiles et de gaz, et tout ça, c'est en rotation autour du centre de la galaxie. Donc, le centre, c'est la partie la plus lumineuse. Et c'est intéressant parce que ça permet de comprendre un peu l'historique de la galaxie et puis son évolution, vers quoi elle va évoluer. Donc là, à gauche, on a une observation de la galaxie M99 dans les longueurs d'onde visibles, donc telle qu'on la verrait à l'œil. Et cette galaxie, elle a été observée également par un radiotélescope qui est situé dans les Alpes, le télescope de l'IRAM, et qui a produit 42 images à différentes longueurs d'onde, mais toujours dans le domaine radio. Et c'est l'image qu'on observe ici à gauche, qui représente donc finalement le flux lumineux, mais dans les longueurs d'onde radio. Et donc on retrouve ici, par exemple, on retrouve le bras spiral, le bras de la spirale qui est ici. Mais on peut également traiter ces données pour détecter, comprendre comment tourne la galaxie. Alors pourquoi ? Puisque on a acquis 42 images à différentes longueurs d'onde, comme tout à l'heure avec MUSE où on avait 4000 images, on va pouvoir obtenir des signaux, des spectres chimiques qui vont mesurer finalement la composition de chacun des pixels de l'image. Et ces spectres chimiques, donc c'est des signaux qui sont grosso modo plats avec des pics par endroit. Et en l'occurrence, ici, on se concentrait à des longueurs d'onde qui correspondaient à la longueur d'onde, à une des longueurs d'onde d'émission de l'hydrogène. L'hydrogène qui est un des composants principaux des galaxies. Sauf que la galaxie, elle est en mouvement et elle bouge très vite. Donc, il y a l'effet Doppler qui apparaît. Alors, l'effet Doppler, on le connaît bien parce que quand il y a une ambulance qui passe à côté de nous, le son de la sirène est aigu, quand l'ambulance s'approche de nous, et le son devient de plus en plus grave quand l'ambulance s'écarte de nous. Et ben, c'est exactement pareil avec les ondes électromagnétiques, sauf que là, il faudrait des vitesses beaucoup, beaucoup plus grandes. Donc imaginez que l'ambulance, elle se déplace à 1% ou 10% de la vitesse de la lumière, et ben, quand elle s'approcherait de vous, vous la verrez plus bleue, quand elle s'éloignerait de vous, vous la verrez plus rouge. Et là, c'est exactement ce phénomène qu'on utilise. On va regarder comment se déplacent les longueurs d'onde, la longueur d'onde de l'hydrogène, et on va mesurer cette valeur-là, et cette valeur-là, on va la représenter sous forme d'une image, donc l'image à droite ici. Et donc on voit qu'il y a toute la partie droite de la galaxie qui est représentée ici en rouge, donc ça veut dire qu'il y a un décalage, un effet Doppler qui est le même à peu près sur toute cette zone de l'image.
Et sur la partie gauche, l'effet Doppler est complètement inversé. Donc ça indique le sens de rotation de la galaxie. Mais ce qui était intéressant pour l'astronome avec qui je travaillais, c'était cette petite partie ici. Donc on appelle ça la virgule, donc qui est très peu lumineuse, qui se situe ici. Et là, d'avoir du rouge dans cette zone de bleu-verte, c'est pas normal. Et ça s'interprète comment? Ça s'interprète en fait parce que il y a un certain temps, la galaxie M99 a été frappée par une autre galaxie qui lui est donc rentrée par ici. Et cette autre galaxie, et voilà. Et donc là, on est capable, on a compris comment se formait cette galaxie et vers quoi elle va évoluer. Donc tout ça avec une observation de 42 images dans les longueurs d'onde radio. Je vais donc conclure ma présentation. Ce que je dirais, c'est que une image, finalement, ce n'est qu'un tableau de nombres, d'un point de vue informatique. Chaque case de ce tableau contient 3 nombres qui correspondent aux intensités lumineuses des luminophores, mais on pourrait en mettre plus sans pouvoir les afficher. Et vu qu'il y a des nombres, on peut faire des mathématiques dessus. Voilà. Et donc on peut faire plein de traitements. Alors justement, comme il y a beaucoup de nombres à traiter parce que l'image peut être très grande, parce qu'on veut également automatiser les opérations, on va utiliser un ordinateur qui va faire les opérations à notre place, tout simplement. Voilà, donc l'ordinateur, en conclusion, est devenu indispensable pour les astronomes qui observent le ciel. Mais ce que je dis là, c'est également vrai pour plein d'autres disciplines. En imagerie médicale, par exemple, maintenant, l'imagerie médicale, il y a systématiquement un ordinateur qui va aider le médecin à poser un diagnostic, qui va aider le chirurgien à opérer un peu mieux que sans ordinateur. C'est vrai également en photographie. Maintenant, par exemple, sur tous les téléphones plutôt haut de gamme, le téléphone va modifier l'image pour vous fournir une image qui soit beaucoup plus jolie. Par exemple, améliorer la luminosité quand il fait trop sombre, enlever le bruit d'une image. Ça peut se voir parfois où l'effet est un peu trop accentué, où les visages sont un petit peu particuliers, il y a des espèces d'aplats de couleurs. Donc là, c'est un traitement informatique qui est fait sur l'image. Dans l'industrie également, l'ordinateur est très important puisqu'on va utiliser des caméras couplées à des ordinateurs pour mesurer des tailles de pièces, vérifier que des produits ont été correctement manufacturés, ou même faire de la vision, de la réalité augmentée pour les opérateurs, pour les aider justement dans leurs tâches sur la chaîne de production. Donc j'ai fini avec mon exposé, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, comme vous ne pouvez pas me les poser en direct, vous pouvez m'envoyer un mail et je tâcherai d'y répondre le plus rapidement possible. Et si vous voulez avoir plus d'informations et notamment des belles images, vous pouvez aller sur le site de Hubble, donc hubblesite.org, ou sur le site de l'ESO. Donc l'ESO, c'est l'Observatoire européen austral. Donc c'est l'organisme qui gère les télescopes qui sont situés dans l'hémisphère sud et qui appartiennent à l'Europe. Donc le VLT, c'est un télescope européen, même s'il est au Chili. Et de manière plus générale, pour ceux qui seraient intéressés par le traitement d'images, il y a un cours en ligne, donc un MOOC, qui va ouvrir le 1er mars sur fun-mooc.fr. Je vous remercie. Eh bien, Vincent, voilà de belles choses de dites. Merci aussi pour toutes ces indications qu'on pourra remettre aussi en description de notre conférence. Et si vous le voulez bien, après avoir vu toutes ces choses intéressantes, on a éventuellement une ou deux questions à vous poser. Alors, je ne sais pas si Elsa a une question de son côté, sinon je commence. Oui, je voulais vous remercier pour cette présentation, c'était passionnant. Moi, j'ai appris plein de choses. Qu'est-ce qu'un pixel, qu'est-ce qu'une image, enfin, vraiment, j'ai appris et compris plein de choses. Tant mieux. Et j'étais aussi très impressionnée par l'anecdote des 2 microns manquants sur le miroir du télescope Hubble qui a du coup flouté l'image. Enfin, ouais. On imagine toute la frustration qu'ils ont dû ressentir à ce moment-là. C'était des années de conception et ça ne marche pas. C'est terrible. Alors moi j'ai une première question. Je me suis demandé, vous faites un métier qu'on connaît très peu. Qu'est-ce qui vous a mené en fait à cette fonction, à ce métier voilà. Quel a été votre parcours?
Alors, depuis longtemps, j'ai envie d'enseigner. C'est toujours une passion. Et donc, je me suis naturellement dirigé vers le métier de l'enseignement. Et quand j'étais en master, j'ai fait un stage. Et ne trouvant pas de stage dans une entreprise, je me suis rabattu sur un laboratoire de recherche, sur une matière qui m'avait énormément intéressé pendant mon master, que j'avais découvert, qui est le traitement du signal. Je suis incapable de vous dire pourquoi ça m'intéressait, pourquoi j'aimais cette matière, je ne sais pas. Donc j'ai fait un stage et puis voilà, là j'avais mis le doigt dans l'engrenage, donc j'ai continué de fil en aiguille. Et le traitement d'image, c'est du traitement du signal, donc c'est des choses qui sont tout à fait reliées. Donc voilà. Super. Jean-Yves, je te laisse poser ta question. Oui, j'avais un contact qui avait déjà posé une question préalable. La question est, mais à force de traiter les images, n'allons pas vers une nouvelle complexité des images scientifiques? Alors, je ne sais pas trop comment comprendre cette question, mais je dirais que non, puisque l'objectif, c'est justement de simplifier dans les images que je vous ai montrées, et en particulier les images, disons, plus scientifiques, pas les belles images qu'on fait pour le grand public, telles que celle qui est à l'écran ici. L'objectif, c'est d'extraire surtout de l'information, c'est-à-dire parmi la quantité d'informations que peut contenir des images qui sont très grandes, qui peuvent contenir plusieurs longueurs d'onde, c'est de récupérer seulement quelques informations intéressantes. Et donc je dirais que non, effectivement, on cherche à simplifier le plus possible l'image. Euh, Là, c'est dans le cas d'une extraction d'informations. Dans le cas d'une amélioration pour avoir un point de vue esthétique, l'objectif c'est uniquement esthétique, on fait en sorte d'avoir des belles couleurs, des choses comme ça. Donc il n'y a pas une complexification ou une simplification d'image. Après, la complexification, elle sera dans le fait que voilà, il faut qu'il y ait des traitements informatiques, donc ça demande des ressources humaines, des ressources financières, des ressources matérielles, parce qu'il faut des ordinateurs, voire des supercalculateurs pour traiter certains types d'images, avec un SAI image, parce qu'en général, on en traite plusieurs. Mais voilà, donc non, moi je dirais que l'objectif, c'est justement de simplifier les choses. Je serais presque à rebondir en me posant la question, est-ce qu'à vouloir trop nettoyer, trop éliminer sur une image capturée par des instruments de plus en plus performants, on ne risque pas de perdre une information primordiale dans la recherche en astronomie? Alors là, les astronomes, quand ils cherchent quelque chose, ils ont une idée derrière la tête. Ils savent quoi chercher et ils s'attendent, enfin très souvent, ils s'attendent à la solution. Et quelque part, l'image est là comme, ou le traitement de l'image est là comme une confirmation de ce qu'ils avaient imaginé existe. Alors sans savoir que y a des halos autour de telle galaxie ou telle galaxie, ils savent qu'il y a des halos sur certaines galaxies. Et donc, le rôle du traiteur d'image, c'est un peu de faire le lien, de traduire les connaissances a priori des astronomes et de les traduire en termes mathématiques puis informatiques. Et donc, il y a tout un travail de discussion qui n'est pas simple du tout, qui est assez long, déjà de comprendre le problème, de discuter avec des scientifiques, mais bien qu'ils soient scientifiques, ils ne sont pas dans la même discipline. Et parfois, il y a des mots qu'on utilise, mais qui veulent dire des choses différentes d'une discipline à l'autre. Donc il y a tout ce travail de discussion à faire pour justement essayer de récupérer tous les a priori, toutes les connaissances qu'ont les astronomes et de les traduire dans des langages informatiques voilà. Donc c'est d'ajouter de la connaissance a priori en plus de ces images. Donc on va utiliser d'une part les images brutes issues des observations et également les connaissances scientifiques et tout ça dans des algorithmes donc pour en ressortir des informations. Mais il y a quand même un nombre croissant d'images qui fait que, si on prend l'exemple des galaxies, les astronomes eux-mêmes ont bien du mal à traiter toutes ces images et se lancent dans ce qu'on appelle les sciences participatives pour demander au grand public de regarder justement des tonnes d'images pour essayer de reclasser ces galaxies et de trouver éventuellement quelques détails intéressants.
Donc, est-ce qu'on peut améliorer tout cela et avoir moins besoin de monde, ou est-ce qu'on est voué à chaque fois à accumuler le nombre de personnes tant les images sont nombreuses? Alors, à ma connaissance, effectivement, c'est une tendance qui est arrivée il y a en tout cas 10 ans, peut-être qu'il y a eu avant. Donc là, vous faisiez référence à Galaxy Zoo, qui permettait justement, c'était un espèce de jeu sur Internet où n'importe qui pouvait aller sur le site, faisait un entraînement pour distinguer une galaxie spirale d'une galaxie elliptique, par exemple. Et au bout d'un moment, sans le dire, le site Internet fournissait des images qu'il ne savait pas classer. Et donc, c'était des gens qui classaient ces galaxies. Et puis ensuite, il y avait un vote. Si 75% des personnes avaient classé telle galaxie comme étant elliptique, on considérait qu'elle était elliptique. Voilà, donc on utilisait effectivement la participation du grand public pour classer ces images. Et ça a été remplacé, enfin en tout cas sur cet exemple-là, maintenant il y a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Alors plus exactement, c'est les techniques d'apprentissage profond, le deep learning, qui, sur certains aspects, donc je pense que c'est le cas de la classification des galaxies, reproduisent très bien finalement l'effet d'une grande population de personnes qui vont faire le travail manuellement. C'est le gros intérêt du deep learning. Et, voilà, donc de plus en plus, le deep learning est utilisé. Alors c'est un raz-de-marée, hein, le deep learning, ça envahit toutes les sciences et notamment l'astronomie. Donc typiquement, la classification des galaxies, c'est quelque chose qui est très complexe. Par exemple, sur la galaxie qui est à l'écran, c'est très difficile de faire un algorithme qui va décider si c'est plutôt spirale, plutôt elliptique, est-ce qu'il y a la présence d'une barre, est-ce que ceci, est-ce que cela. Les techniques de deep learning sont très intéressantes sur ces aspects-là. Après, le deep learning, c'est quand même une grosse machine, il faut l'entraîner. L'entraîner, ça veut dire qu'il faut déjà avoir des images qui soient déjà classifiées, il faut que l'algorithme apprenne, donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui lui fournisse des images en lui disant ça c'est une galaxie elliptique et ça c'est une galaxie spirale, et il faut beaucoup de données, sinon l'intelligence artificielle va faire n'importe quoi. Il y a déjà eu des exemples dans des domaines différents il y a quelques années d'intelligence artificielle qui partait en live complètement. Donc, il faut bien utiliser l'outil, hein, bien sûr. Et après, il y a d'autres traitements qui ne nécessitent pas cette grosse machinerie et qui peuvent se faire de manière plus simple. D'ailleurs, quand on voit cette magnifique galaxie qui, je crois, est la galaxie de la Rose, si je ne m'abuse. Je ne sais plus. Du style, est-ce qu'un traiteur d'image, je ne sais pas comment on dit, un analyste, ouais, un moi je dis traiteur, traiteur d'image. voilà, un traiteur d'image, en voyant ce genre d'esthétisme dans une image astronomique, ne se dit pas, mais est-ce que moi-même, je ne voudrais pas faire des images d'astronomie? Est-ce que moi-même, j'aimerais pas observer? On est comment quand on traite à longueur de journée des images comme ça qui viennent de l'astronomie? Est-ce qu'on n'a pas envie de faire aussi de l'astronomie? Quand on écoute, quand on est au sein d'un projet scientifique parmi des astronomes qui ont conçu l'instrument MUSE et qui nous expliquent qu'ils vont aller au Chili, etc., c'est vrai que ça donne envie de partir avec eux. Mais après, il y a beaucoup d'astronomes, comme je le disais, qui restent chez eux, dans leur laboratoire en France, et qui se connectent au site web pour dire moi j'aimerais avoir telle observation de tel objet pendant tant de temps, etc. Et tout se fait à distance. Donc on perd ce charme et je pense que ceux qui peuvent avoir la chance d'aller sur des télescopes, des grands télescopes, c'est vraiment super sympa. Je pense que moi, j'aurais jamais accès à ça, tant pis. Qui sait? Qui sait, peut-être, on sait jamais, mais... Sachant qu'on est bien d'accord, quand on va mettre l'œil derrière un télescope, on voit pas d'aussi belles images. Déjà, et puis de toute façon, on ne met plus l'œil derrière un télescope, sauf les télescopes grand public. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, c'est d'acheter un télescope dans un magasin et puis de regarder, d'aller dans les Vosges et de regarder ça directement. C'est, voilà, enfin, pour ceux qui ont déjà regardé Jupiter ou Saturne en vrai avec un télescope, l'image elle est beaucoup moins jolie que les images qu'on voit sur Internet, les images de Hubble,
mais c'est un choc, c'est pas pareil quand même. Question, Elsa? Oui, je me demandais, il y a peut-être des collégiens, des lycéens ou des étudiants qui vont regarder cette conférence. Il y en a peut-être certains qui auront envie de devenir traiteurs d'images. Quels conseils vous pourriez leur donner? Alors, étant donné qu'ils sont encore en scolarisés, faut bien travailler à l'école. C'est le premier conseil, parce que être chercheur, ça veut dire avoir une thèse de doctorat, donc c'est un bac+8. Alors, c'est des études longues, même si les trois dernières années, donc les années de thèse, je les ai pas vécues comme des études, parce qu'il n'y avait pas d'examen, il n'y avait pas de leçons à réviser. C'était vraiment un très bon moment de ma vie. Mais voilà, il faut arriver jusque-là. Il y a des sélections à tous les niveaux. Il y a le bac, il y a la licence, il y a le master, éventuellement la prépa. Il y en a certains qui passent par des écoles d'ingénieurs. Donc voilà, faut beaucoup travailler. Et puis, il faut toujours avoir cet objectif, parce que après, quand on souhaite très fort quelque chose, il y a des grandes chances de réussir un jour ou l'autre à le décrocher. Merci. On va bientôt conclure. J'aurais juste peut-être un petit clin d'œil pour conclure. Dans tout ce que vous traitez comme image, de mémoire ou de cœur, selon vous, quelle est l'image la plus émotionnelle, la plus belle que vous ayez vue, toutes sciences confondues? Aïe. Ah, donc moi je dirais l'image de Jupiter quand je l'ai vue la première fois avec ma lunette astronomique, mais c'est pas une image que j'ai traitée. Les images qu'on traite, elles sont pas sexy, elles sont pas aussi belles que ça. Non, moi ce que je trouve, ce qui me fait vraiment quelque chose, c'est pas l'image en elle-même, c'est le résultat de mon traitement. Quand ça marche, c'est génial. Quand ça y est, on a réussi à trouver, on a discuté avec les gens, on a imaginé, on a regardé ce qui se faisait dans la littérature scientifique, on a imaginé un algorithme, on l'a implémenté, on l'a débugué, on a vérifié que ça fonctionnait bien. Et quand on obtient le premier résultat, alors pour le commun des mortels, c'est probablement pas sexy, mais voilà, moi ça me fait quelque chose. Et finalement, vous êtes un peu un magicien pour l'astronome. Ah bah peut-être. Je ne sais pas. Mais en même temps, les astronomes C'est le sont aussi des lapin qu'on fait magiciens pour nous. sortir du chapeau. Ouais. Juste pour faire, et on terminera là-dessus, pour faire un peu œuvre d'actualité. Le 18 février prochain, il y a un petit robot qui arrive sur Mars, qui est Persévérance. À l'intérieur de ce type de robot, comment est-ce que les images, on prend des images avec des caméras dédiées ou des appareils photo dédiés, comment est-ce que ces images sont traitées? Est-ce que lorsque l'on va recevoir, par exemple, ces premières images de Persévérance, est-ce qu'il y a un traitement qui se fait, sachant qu'on perd déjà du temps avec la réception de l'information? Comment est-ce que ça se passe comme ça en direct? Je pourrais pas vous dire en détail, mais j'imagine qu'il y a au moins un traitement qui est la compression d'image. Parce que justement, voilà, il faut transmettre un nombre de données assez important sur une distance qui est extrêmement longue entre Mars et la Terre. Il y a beaucoup de données envoyées. Il y en a beaucoup qui vont se perdre en chemin parce que la communication, elle n'est pas simple. Hein. C'est pas il n'y a pas une fibre optique entre Mars et la Terre. Et donc, il y a des techniques de compression de données qu'il faut mettre en œuvre. Et ça, c'est des traitements informatiques. C'est des premiers traitements. Ensuite, je pense que les traitements type défloutage ou débruitage, ce n'est pas des choses qui vont se faire directement sur les sondes ou les robots qu'on envoie dans l'espace, parce que c'est des traitements qui demandent des ressources informatiques assez importantes. Et ces appareils-là n'ont pas les ressources informatiques. Il faut qu'ils consomment très peu, parce qu'il y a plein d'autres choses à faire, et puis l'énergie est difficile à capter. Mais il y a au moins cet aspect de compression d'image, type le JPEG. Quand on prend une photo avec son smartphone, la photo, elle est compressée en JPEG. Et d'ailleurs, pour faire ça, il faut de la transformée de Fourier. Les téléphones font de la transformée de Fourier sans arrêt. Mais je rebondis aussi là-dessus, parce que, et par rapport aussi à une question précédente, sur la quantité de données générées. J'ai parlé tout à l'heure de SKA, donc le Square Kilometer Array Telescope, qui va produire
grosso modo, par jour, si je ne dis pas de bêtises, l'équivalent de la quantité d'informations qui est envoyée sur Internet par jour également. Voilà. Et donc, les tuyaux de communication ne sont pas prêts à accueillir autant de données. Et du coup, chaque antenne va faire déjà un gros traitement informatique. Chaque groupe d'antennes, parce qu'il y aura des antennes en Afrique du Sud, des antennes en Australie, vont faire aussi un autre traitement pour avoir des données qui soient, j'allais dire, exploitables, mais c'est même pas ça, c'est même pas manipulable, des données qu'on puisse envoyer sur un ordinateur à distance. Voilà. Donc rien que ça, effectivement, et là, en l'occurrence, on peut se permettre de faire des traitements assez importants puisque on peut ramener l'électricité sans problème, on peut ramener une fibre optique sans problème. Voilà, donc le traitement d'image et l'analyse d'image ont encore un bel avenir devant eux. Et donc, vous avez encore du travail. C'est On ça, c'est bien. va vous remercier, Vincent, pour votre intervention. Elsa, on va donner rendez-vous à nos auditeurs pour la semaine prochaine. Tu peux nous rappeler donc la prochaine séance qui n'est plus un cycle astro. Oui, tout à fait. Alors, on vient de finaliser effectivement notre programme de conférence du mois de février. Et comme il sortira seulement le 1er février, je laisse un peu de suspense pour nos auditeurs. Alors, mais en tout cas, sachez que on aura également des conférences du lundi qui vont revenir en février. Donc voilà, je n'en dirai pas plus pour garder un peu de surprise. On peut juste dire que celles du lundi seront à ce moment-là rediffusées le mardi. Alors, voilà. Celles du lundi seront rediffusées le mardi et celles du jeudi seront rediffusées le vendredi. Voilà, mais on vous expliquera tout de manière précise le 1er février. Voilà, merci Vincent Mazet. Merci. Et merci pour votre invitation. Pour nos et merci à tous.